En 1943, sur un toit quelque part près de Piccadilly, au cœur de Londres, un ingénieur civil nommé William Godfrey de Lisle braque une étrange carabine allongée sur une cheminée de l'autre côte de la rue. Il tire. Les passants en bas ne bronchent pas. Ils ne lèvent même pas les yeux. Ils n'entendent rien. L'arme qu'il a entre les mains fait moins de bruit qu'une portière de voiture qui se ferme. À tous les égards mesurables, c'est l'arme militaire la plus silencieuse jamais construite. Et quelques mois plus tard, des commandos britanniques l'utiliseront pour tuer des sentinelles allemandes qui n'entendent jamais la détonation qui les abat. Le problème, dans les opérations combinées de 1942, était simple et brutal. Chaque raid de commando en Europe occupée commençait de la même façon. Il fallait d'abord supprimer les sentinelles avant que l'assaut principal puisse commencer. La méthode standard était le couteau de combat Fairbairn-Sykes, une lame à double tranchant de 10 à 8 cm conçue exactement pour ça. Mais tuer au couteau obligeait à s'approcher à portée de bras d'un soldat armé et entraîné. Une opération du SOE documentée a même totalement échoué quand la lame d'un agent a frappé la bonbonne de masque à gaz d'une sentinelle au lieu de son rein. L'alternative, c'était un Sten silencé, version Mark II-S. Il réduisait le souffle à la bouche, mais son mécanisme à culasse ouverte se recyclait automatiquement après chaque coup, produisant un cliquetis métallique plus bruyant que la détonation elle-même. Les sentinelles allemandes patrouillaient les défenses côtières, les bâtiments du quartier général et les installations radars à travers la France, la Norvège et les îles anglo-normandes. Elles portaient des fusils 4,20-18. Elles suivaient des horaires prévisibles. Et il fallait les éliminer en silence, à distance, avec une arme qu'aucun modèle existant ne pouvait vraiment égaler. William de Lisle n'était pas concepteur d'armes de métier. Il travaillait comme ingénieur civil au Ministry of Aircraft Production. Son obsession pour les armes silencées avait commencé à 16 ans, quand lui et des camarades d'école avaient bricolé des silencieux grossiers à partir de vieilles boîtes de cacao et les avaient montés sur des 22 pour chasser le lapin dans la campagne anglaise. En 1942, le rationnement de viande en temps de guerre lui donna une raison très concrète de reprendre ce hobby. Il construisit chez lui, à Beckenham dans le Kent, un fusil semi-automatique, 22 silencés, et l'utilisa, selon ce qu'il racontera plus tard lui-même, pour abattre discrètement du petit gibier sur les Berkshire Downs. Mais de Lisle vit immédiatement le potentiel militaire. Début 1943, il s'adressa au major Sir Malcolm Campbell, au quartier général des Combined Operations. Campbell, légende des records de vitesse et premier homme, a dépassé 483 km/h au sol en 1935, servait dans l'entourage de Lord Mountbatten. D'après les récits de la Rifleman Archive, Campbell adora le concept et en devint le plus puissant défenseur, accélérant son passage dans les circuits militaires. De Lisle fut libéré de ses fonctions administratives pour travailler à plein temps sur le projet. Campbell demanda d'abord une version en 9 mm, estimant qu'il fallait plus de puissance. Mais les munitions de 9 mm sont supersoniques, ce qui ruine tout le principe du silence. De Lisle insista pour le 45 ACP, et après l'échec du prototype en 9 mm, son jugement l'emporta. Le génie du de Lisle tenait au fait qu'il résolvait d'un coup les 3 sources de bruit d'une arme à feu. Aucune autre arme de l'époque n'y est parvenue. D'abord, le crack supersonique, la munition militaire standard. 45 ACP tire une balle de 230 grains, à environ 253 à 259 mètres par seconde, nettement en dessous du mur du son. Chaque cartouche est donc naturellement subsonique, sans munition spéciale. Ensuite, le souffle à la bouche. Le canon était un canon modifié de pistolet mitrailleur Thompson, long de seulement 10 à 8 cm, percé de plusieurs rangées décalées d'orifices de décharge qui dérivaient les gaz dans un énorme silencieux intégral, occupant, à lui seul, la moitié de la longueur totale de l'arme. À l'intérieur, 13 chicanes hélicoïdales, chacune un disque excentré dont les 2 moitiés étaient pliées en direction opposée, forçaient les gaz à former un vortex décalé qui dissipait l'énergie bien plus efficacement que les chicanes plates classiques. Enfin, le bruit mécanique. La culasse du Lee Enfield permettait au tireur de contrôler exactement quand recycler l'arme. Un patin amortisseur en caoutchouc sur la poignée de culasse supprimait même le claquement métallique de fermeture. D'après les essais du Board of Ordnance en 1944, l'arme produisait 85,5 décibels, à peu près le niveau d'une tondeuse à gazon, et était inaudible à 46 mètres. L'arme complète pesait 3-4 kg. Elle utilisait des chargeurs modifiés de 1911 contenant 7 cartouches. Les hausses étaient graduées de 46 à 183 mètres. Selon Armament Research Services, le de Lisle obtenait des groupements de 4x2, 5 cm à 18 mètres, contre 10, 2i6, 4 cm pour le Sten silencé.
17 prototypes furent fabriqués à la main dans l'usine Ford de Dagenham, dans l'Essex, usinés à l'atelier d'outillage puis assemblés dans l'abri anti-aérien du directeur. La société Sterling Engineering reçut le contrat de production à l'été 1944, avec une commande officielle de 500 carabines passée le 6 octobre, mais la guerre touchait à sa fin. Le contrat fut résilié le 20 décembre 1945, avec seulement 106 carabines livrées. La production totale, toutes versions confondues, atteignit environ 130 à 150 exemplaires, faisant du de l'Isle l'une des armes militaires les plus rares jamais distribuées. Avant de voir comment elle s'est comportée au combat, si cette plongée dans l'ingénierie britannique vous plaît, abonnez-vous. Ça prend une seconde, ça ne coûte rien, et ça aide la chaîne à grandir. Très bien, entrons dans le dossier combat. Les 17 premiers prototypes Ford partirent directement au service des commandos. D'après un document des archives du National Army Museum, ils furent utilisés pour faire taire les sentinelles lors d'opérations de nettoyage sur la côte française occupée. Parmi les dizaines de petites raids de reconnaissance en Normandie qui ont précédé le jour J, 6 prototypes furent envoyés en Belgique, dont un seul subsiste aujourd'hui à l'Institut du patrimoine de guerre. Le témoignage le plus spectaculaire documenté vient de Birmanie. Le chercheur Ian Skenerton, s'appuyant sur des entretiens de vétérans, a relevé que des tireurs d'élite britanniques se postaient près d'une route et abattaient silencieusement un soldat japonais dans chaque camion qui passait. Dans la plupart des cas, le camion s'arrêtait. Mais comme aucun coup de feu n'avait été entendu, les occupants avaient du mal à croire qu'ils avaient été visés, encore moins à déterminer d'où venait le tir. 2 ou 3 tireurs opérant le long de la route faisaient 3 ou 4 morts dans chaque véhicule. Selon un article de 1984 dans le magazine Gungo, l'ancien chef d'équipe Jedburgh E, Michael Burke déclara que son équipe avait utilisé un de l'Isle pour mener 2 attaques contre des officiers nazis de grade intermédiaire au début de 1944. C'est le seul usage documenté de l'arme contre des officiers allemands supérieurs, même si l'unique source impose de traiter l'affirmation comme bien sourcée mais non vérifiée. La légende veut que l'ancien capitaine de l'OSS Mitchell Werbel III, qui deviendra plus tard un célèbre concepteur de silencieux, ait décrit les faits du de l'Isle en Birmanie avec sa franchise habituelle, le qualifiant de meilleur que le matériel distribué aux Américains et affirmant que les forces américaines et britanniques l'utilisaient pour terroriser les troupes japonaises la nuit et dans les embuscades. Le pistolet Welrod, autre arme silencieuse célèbre de la Grande-Bretagne, enregistrait 73 décibels lors d'essais d'époque, donc sans doute plus discret à très courte distance, mais sa portée utile ne dépassait guère 6, 5 à 23 mètres. Sa cartouche. 32 ACP n'offrait qu'une létalité modeste. Avec une balle de 60 et 11 grains contre les 230 grains du de l'Isle, et ses obturateurs en caoutchouc se dégradaient après seulement 10 à 15 coups. Le pistolet High Standard HDM américain tirait du 22 long rifle, ce qui exigeait un tir à la tête pour obtenir une mise à mort fiable. Le commando allemand Otto Skorzeny lui-même nota la supériorité des armes silencées britanniques capturées, louant leurs possibilités et regrettant les pertes qu'elles auraient pu éviter. Le simple fait que l'officier des opérations spéciales le plus célèbre d'Allemagne convoite les armes silencées britanniques plutôt que les allemandes en dit long. Le de l'Isle a survécu à la guerre pendant des décennies. Pendant l'urgence malaise, les carabines survivantes furent remises en état à la Royal Small Arms Factory d'Enfield et renvoyées au service. En décembre 1950, 5 coups furent tirés d'un de l'Isle à moins de 46 mètres d'un groupe d'officiers réunis dans un centre d'entraînement à Singapour. Pas un seul ne remarqua quoi que ce soit. Le général Gerald Templer lui-même fut photographié en train d'en essayer un dans le Perak en 1952. D'après des témoignages de vétérans, l'arme aurait aussi servi en Corée. Son usage en Irlande du Nord par le SAS est mentionné à plusieurs reprises dans les sources, mais reste non confirmé. Une source note, de façon assez énigmatique, qu'il se murmure que quelques exemplaires seraient encore conservés dans les stocks d'un régiment, au cas où. Le pistolet mitrailleur silencé Sterling 34 Aoun, produit par la même usine de Dagenham, intégra des chicanes spirales de diffusion directement inspirées du de l'Isle. Le concept consistant à associer des munitions intrinsèquement subsoniques à un silencieux intégral a influencé des plateformes modernes, y compris l'écosystème de la cartouche. 300 Blackout. Les reproductions modernes de US Armament Manufacturing se vendent aujourd'hui autour de 5 500 €. Les de l'Isle d'origine sont, en pratique, inestimables. La plupart ont été délibérément mises au rebut après la guerre pour éviter qu'elles tombent entre de mauvaises mains. Les survivants se trouvent au Royal Armouries de Leeds, dans la collection du Small Arms School Corps à Warminster, et au Imperial War Museum. En 1943, sur un toit près de Piccadilly, un ingénieur civil tirait avec une arme que les passants ne pouvaient pas entendre. Un an plus tard, des commandos l'emportaient sur les plages de la France occupée.
2 ans plus tard, des tireurs d'élite l'utilisaient pour abattre des soldats japonais qui ne savaient même pas qu'ils étaient pris pour cible. Moins de 150 exemplaires ont jamais été fabriqués. La plupart ont été détruits. Ceux qui subsistent reposent derrière une vitrine de musée avec l'air de tuyaux de plombier sur lesquels on aurait boulonné une crosse de fusil. Ce sont, d'après Armament Research Services, presque le sommet absolu du silence pour une arme d'épaule. L'ingénierie britannique a résolu le problème du son lui-même, et le résultat fut une arme si efficace, si rare et si secrète que 8 décennies plus tard, nous sommes encore en train de reconstituer ce qu'elle a réellement fait.